Au fil de l'eau. Donc, merci beaucoup de vous être connecté à l'heure pour ce brief investisseur où on a le plaisir d'accueillir Camille Biscon de Saint-Julien, qui est experte droits humains et sociales chez LBPAM et qui va vous présenter un engagement démarré conjointement avec la financière de l'Échiquier et LBPAM sur les risques potentiels pour les droits humains associés au traitement GLP1 avec deux entreprises que sont Novo Nordisk et Eli Lilly, dont vous avez probablement et sûrement entendu parler. Donc, ce sont des traitements qui ont été initialement développés pour le diabète de type 2 ou certaines formes d'obésité, qui ont pour but de provoquer une perte de poids significative et donc qui ont intéressé des patients qui n'étaient pas forcément cibles, donc des patients non cibles. Et les pratiques marketing de ces entreprises euh, ont provoqué des pratiques qui constituent des risques pour les droits humains. Et donc, Camille va nous présenter aujourd'hui leurs recherches et leurs premiers échanges avec les entreprises. Je laisse Camille prendre la suite. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Justine. Alors, je vais juste partager mon écran. Il y en a pour une petite seconde. Hop. Ce que je vous propose, c'est que Camille va présenter donc en première partie sa présentation avec un support et vous pouvez poser toutes vos questions à la fin du webinaire. Donc, il y a un temps de 15 à 20 minutes qui sera dédié aux questions. N'hésitez pas à les poser dans le chat au fur et à mesure et vous pourrez aussi lever la main et prendre la parole à la fin. Merci beaucoup. Donc, peut-être pour commencer rapidement, je vais juste refaire un point sur, en effet, donc, ce que sont les traitements GLP1, au cas où s'il y a des gens qui ne sont pas forcément familiers à ce que c'est et à ce à quoi ça sert. Donc, le GLP1, en fait, c'est une hormone incrétine qu'on libère, qu'on a tous en nous, qu'on libère dans la circulation sanguine quand on mange, et qui permet en fait une normalisation de la glycémie et une stabilisation du taux de glycémie dans le sang. Donc, ces traitements, ça fait longtemps qu'ils existent, qu'ils sont sur le marché, c'est pas nouveau, mais principalement, en fait, ils permettent de stimuler la sécrétion d'insuline, d'inhiber la production de glucose et, par ailleurs, de diminuer l'appétit, de ralentir, en fait, de manière générale, le système gastrique, ce qui entraîne donc une diminution des apports énergétiques et donc une perte de poids. Ces traitements-là, comme je le disais, principalement au début, étaient exclusivement destinés principalement aux personnes qui étaient atteintes de diabète de type 2 et désormais sont en train d'être ouverts également aux personnes obèses qui présentent donc d'autres facteurs de risque, pour certains traitements en tout cas. Ce qui fait qu'on a eu une ouverture en fait à une nouvelle patientèle, des médicaments qui par ailleurs sont de plus en plus efficaces pour la perte de poids justement, avec des pertes de plus en plus importantes et un engouement du coup médiatique en tout cas pour ces traitements qui est de plus en plus important depuis 1 an ou 2 maintenant, et notamment depuis les traitements qui ont été lancés par Eli Lilly et Novo Nordisk, dont on va parler juste après. On a vu émerger, du fait de cette attention, disons, croissante, des risques de plus en plus élevés, notamment liés en effet au fait qu'il y a de la patientèle non cible qui va s'intéresser à ces traitements-là, et un engouement médiatique qui est de moins en moins maîtrisé, disons, par les entreprises productrices. Au sein de LBPAM, notre gestion nous a alertés. On avait déjà fait une étude sur les risques droits humains qui étaient liés au marketing et à la distribution des produits opiacés, bien qu'il n'y ait absolument pas les mêmes risques et effets secondaires que ces produits-là. Globalement, l'accélération exponentielle de la demande, le renforcement du marketing et des messages liés avec très peu de transparence sur les messages qui sont envoyés par les entreprises sur ces enjeux, ainsi que les difficultés d'accès aux médicaments sur lesquels on va revenir, sont devenus des facteurs de risque de plus en plus importants. Et donc, il nous a paru vraiment important de faire une étude d'impact un peu plus élaborée pour comprendre quels étaient les risques, quelles étaient les pratiques mises en œuvre par les entreprises qui potentiellement pouvaient soit augmenter, soit diminuer ces risques pour les personnes. Et enfin, quelles étaient les mesures de prévention et de remédiation qu'on pouvait prôner auprès des entreprises en question. Donc peut-être pour vous donner un peu un aperçu plus global de pourquoi ces traitements sont vraiment vus comme une révolution potentielle et en tout cas un remède presque miracle à l'obésité actuellement. Si on se concentre rien que sur la sphère américaine, on a plus de 75 millions de personnes qui sont obèses. Le chiffre a encore augmenté, là c'était les chiffres de 2020, mais c'est toujours de plus en plus élevé, ça ne cesse de croître. Donc c'est un vrai enjeu de santé publique
notamment en Amérique du Nord, mais partout dans le monde évidemment. Si on se concentre de nouveau sur juste les États-Unis, le coût de l'obésité aux États-Unis sur le système de santé est de 1,4 milliard de dollars, donc c'est vraiment énorme. De facto, il y a vraiment une attente, encore une fois, croissante. Si ces médicaments peuvent avoir un impact sur l'obésité, en effet, on a tout intérêt à les promouvoir et à inciter du coup leur prise. Ça a eu un effet majeur sur les entreprises qui les vendaient, donc notamment Novo Nordisk avec Ozempic et Wegovy. Si on se concentre sur le premier semestre 2023, on a eu une augmentation des bénéfices de Novo de 32% et en partie du coup grâce à la vente de ces traitements-là. Et pareil pour Eli Lilly avec au deuxième semestre 2023 une augmentation de 28%, en partie grâce à la vente de Mounjaro qui est leur produit GLP-1. Sur les réseaux sociaux et au niveau de la sphère médiatique, c'est la même chose. On a vu une augmentation exponentielle du nombre de retombées et de l'attention qui était portée à ces médicaments. C'est un peu la première fois qu'on a autant d'attention portée sur des traitements médicaux au niveau des réseaux sociaux. Donc, pour vous donner un aperçu rapide, on avait 273 millions de vues du hashtag Ozempic en 2023 uniquement. Et des dépenses publicitaires qui n'ont cessé d'augmenter, notamment sur les plateformes et du coup sur la publicité en ligne, avec un tout petit peu moins de contrôle et une population pouvant être touchée par ces publicités de plus en plus large. On s'intéresse maintenant aux pratiques. La raison pour laquelle on s'est inquiété, ou en tout cas les points qu'on a cherché à regarder, c'était les pratiques qu'on avait constatées lors de la crise des opioïdes en matière de marketing et de distribution qui avaient pu avoir un effet aggravant sur la crise et qui avaient pu causer en tout cas un manque de vigilance du côté des entreprises et des effets plus graves chez les personnes. Donc on a repris en fait chacune de ces pratiques, on a examiné la probabilité que ces pratiques soient mises en œuvre, les conséquences potentielles et on a identifié des mesures de remédiation. Donc pour vous donner des exemples rapides, et je vais essayer de vous détailler un petit peu chaque point. Mais donc la première pratique qu'on a pu étudier et pouvant présenter des risques pour les personnes sur le long terme, c'est la minimisation des risques des effets secondaires liés au traitement à base d'ARGLP1. Donc, pour aller peut-être un peu plus dans le détail, principalement les effets secondaires pour le moment sont vraiment liés à des problématiques au niveau du système gastro-intestinal, avec notamment des blocages du système gastro-intestinal. Globalement, le risque de cette minimisation, il est double. Pour la patientèle cible, potentiellement, ça va être le fait d'être peut-être moins bien accompagné dans son traitement, de retarder la prise en charge des effets secondaires en se disant mon traitement est très efficace, je ne vais pas tout de suite traiter les effets secondaires ou alors ils ne sont pas très graves, je les connais peu. Et donc, du coup, on ne va pas s'inquiéter au bon moment et les effets vont devenir plus graves et le traitement va être ensuite beaucoup plus complexe à mettre en œuvre. Pour la patientèle non cible, le risque, c'est que les traitements n'ont pas été testés sur les personnes en question. On a une méconnaissance pour l'instant de l'effet secondaire concret que ça pourrait avoir sur des personnes qui ne sont pas ciblées par ces traitements. Et par ailleurs, un suivi qui peut être moins fort dans la mesure où le suivi par le docteur va peut-être être moins bien assuré que pour une personne qui serait cible à l'origine de ces traitements. La probabilité sur cette pratique-là, pour le moment, elle est relativement faible. On a une communication qui est relativement extensive des laboratoires sur les risques et les effets secondaires. Pour ceux qui auraient suivi, je crois que c'était au Golden Globes, mais j'ai un doute. Mais typiquement, Eli Lilly a fait une grande publicité sur les effets secondaires et les risques de contrefaçon liés au traitement GLP1. Donc pour le moment, ce n'est pas quelque chose qu'on constate. Néanmoins, on a vu quand même beaucoup de publicité sur les réseaux sociaux en faveur de ces produits-là, où les effets secondaires étaient à peine mentionnés. Dans les mesures de remédiation et de prévention qu'on pourrait donc attendre des entreprises sur ces enjeux-là, ça va être principalement une communication extensive, évidemment, sur les risques liés au traitement pour la patientèle cible et non cible, tant dans la publicité directe, du coup, auprès des patients dans la sphère nord-américaine que dans les communications institutionnelles à destination des relations commerciales des entreprises, donc principalement les docteurs en premier lieu, et les pharmacies. Un plan d'action de sensibilisation et de formation des parties prenantes, et notamment des prescripteurs sur les risques et les modalités de traitement et de prescription de ces traitements-là. Et enfin, une consultation et de la collaboration avec les parties prenantes intéressées pour faciliter en fait la prise en charge de la patientèle cible et assister du coup les prescripteurs dans le diagnostic clinique. La deuxième pratique pouvant présenter des risques, c'est l'exagération des bénéfices des traitements GLP1. On voit de plus en plus de publicités directes ou indirectes qui, au lieu de se concentrer sur l'impact en fait sur la glycémie et le niveau d'insuline, va plutôt se concentrer sur
la perte de poids, l'amélioration des conditions de vie en lien avec cette perte de poids. Donc typiquement le fait que sur le long terme, le GLP-1 pourrait avoir des effets positifs, notamment sur les risques cardiovasculaires. Et de facto, la conséquence que ça peut avoir, c'est d'avoir des attentes qui vont être peut-être trop élevées au niveau de la patientèle cible. Et donc, encore une fois, du coup, des retards dans la prise en charge et dans le traitement des effets secondaires, ou alors une déception par rapport à l'effectivité réelle du traitement. Et par ailleurs, une augmentation du coup des attentes auprès de la patientèle non cible, notamment à des fins esthétiques, si on se concentre uniquement sur la perte de poids. Là, la probabilité est un peu plus élevée. On voit beaucoup de publicités faites par Novo Nordisk et Eli Lilly, mais aussi par des cliniques tiers ou des tiers de manière générale, qui vont vraiment se concentrer plus sur la perte de poids que sur autre chose, ou sur l'amélioration générale des conditions de vie. Donc là, ce qu'on prône et ce qu'on essaye de pousser auprès des entreprises, c'est principalement un contrôle de la communication sur les bienfaits en l'absence d'études probantes, avec l'adoption de standards minimaux relatifs au marketing responsable, une politique claire sur le marketing responsable et la publicité directe auprès des patients, et une communication extensive sur les modalités de traitement et la nécessité d'adapter également le mode de vie, etc., pour avoir des effets vraiment bénéfiques sur le long terme. À ce jour, sur ce point-là, ce qui est important de retenir, c'est que en fait, la publicité dans le secteur pharmaceutique demeure très hétérogène, dépendant des pays dans lesquels on va vendre les traitements en question. Donc, typiquement, il y a beaucoup moins de contrôle aux États-Unis que ce qu'on peut avoir en Europe. Ce qu'on attend des entreprises dans ce cas-là, c'est d'avoir un standard minimum applicable globalement partout et qui permet en fait de suivre les droits humains potentiellement liés à cette publicité. Dans les pratiques qu'on a ensuite pu étudier, on avait tout ce qui était lié à l'incitation au ciblage des plus hauts prescripteurs. Donc en fait, là, le risque, ça va être d'inciter peut-être des médecins à plus vendre par le biais d'incitation directe ou indirecte les médicaments-là, sans prendre en compte le fait que potentiellement, du coup, les médecins vont prescrire à des personnes qui de base n'étaient pas cibles de ces traitements-là. Pour le moment, ce n'est pas un risque qu'on voit beaucoup émerger. Néanmoins, on n'a pas énormément d'informations et de transparence pour le moment sur les incentives notamment qui sont donnés aux services commerciaux des entreprises en question et sur la relation avec les prestataires de soins de santé. Donc là, dans les attentes qu'on peut avoir envers les entreprises, ça va être notamment une politique claire et transparente sur les pratiques à la fois de lobbying et de communication et de relations avec les prestataires de soins de santé, donc pharmacie et médecins. Des publications de KPIs de suivi sur les incentives donnés au département de sales, mais aussi sur l'application de ces politiques en matière de communication avec les prestataires de soins de santé. Et enfin, un engagement actif auprès des entreprises de distribution des traitements, des groupes de pharmacie de détail et des PBMs pour favoriser en fait la mise en œuvre d'une plus grande vigilance et avoir un suivi beaucoup plus extensif de où est-ce que notre traitement est vendu, est-ce qu'il y a une vente qui pourrait apparaître comme étant problématique ou en tout cas largement exagérée par rapport à la zone où la pharmacie en question se trouve, par exemple, etc. Donc ça, c'était pour les principales pratiques. La suite des pratiques à risque qu'on a pu identifier, donc on a évidemment l'encouragement direct de la demande des patients et un éventuel manque d'information du patient, donc notamment en lien avec la publicité directe aux consommateurs et aux patients, qui est donc autorisée notamment aux États-Unis. Là, l'enjeu est d'autant plus fort que, contrairement aux années 2000, typiquement si on se replace dans le cadre de la crise des opioïdes, on n'est plus uniquement sur de la publicité télévisuelle ou sur un format papier dans le métro ou dans les transports en commun, etc. On a un enjeu qui est lié au fait que maintenant, il y a une publicité qui sort des réseaux traditionnels sur les réseaux sociaux, qui est moins contrôlée et qui est aussi faite énormément par des tiers. Donc là, une des mesures de remédiation, ou en tout cas une des attentes qu'on a pu avoir et identifier pour les entreprises, c'est notamment la conduite d'une étude d'impact et d'un plan d'action relatif vraiment au marketing des ARGLP1, la publication de KPI de suivi et une campagne de prévention sur les risques, donc notamment liés aux effets secondaires, à l'utilisation non homologuée de ces traitements, aux contrefaçons et aux alternatives qui sont disponibles auprès des consommateurs. Donc là, l'idée de cette étude d'impact, c'est que les entreprises analysent elles-mêmes leurs pratiques en matière de marketing, leurs standards en matière de marketing et de distribution, et qu'elles sont en capacité d'identifier les impacts potentiels qui pourraient être liés à cette publicité-là, spécifiquement dans le cadre de GLP-1. Les
les deux dernières pratiques sont liées à l'enjeu de l'accès aux soins. Donc, notamment en partie la tarification des traitements ARGLP1 et le surapprovisionnement de certaines zones. Globalement, ces traitements sont relativement chers pour le moment. Ils sont relativement bien couverts, mais il y a un risque que la couverture potentiellement diminue du fait de l'engouement qu'il peut y avoir pour le traitement et du fait que de plus en plus de personnes cherchent à les obtenir. Pour le moment, étant donné que l'obésité n'est pas vue comme une maladie prioritaire au sens de l'OMS, on n'a pas de plan d'accès spécifique sur ces traitements-là. On n'a pas d'indication spécifique sur comment est-ce que les entreprises s'assurent que la patientèle cible a bien accès à ces traitements, alors même que certains patients, donc diabétiques de type 2 notamment, ont urgemment besoin de ces traitements-là. Donc là, de nouveau, les mesures de remédiation, c'est principalement une étude d'impact sur l'accès au GLP-1, la tarification et les modes de distribution de ces traitements, donc via notamment un Human Rights Impact Assessment, et le développement du coup d'un plan d'action et de remédiation dit Access to Medicine pour les traitements GLP-1, à minima pour le marché américain, et prenant en compte la vulnérabilité potentielle des personnes, ou en tout cas qui sont vraiment les personnes cibles sur ces marchés-là. Le dernier risque est extrêmement lié, donc c'est principalement le surapprovisionnement de certaines zones. C'est un risque qu'on constate déjà, qui est déjà matérialisé. Aux États-Unis, la population la plus touchée par le diabète de type 2 et par l'obésité, c'est principalement des populations pauvres, souvent noires américaines ou hispaniques. Pour le moment, les personnes qui ont le plus accès à ces médicaments ne sont pas dans ces populations-là. C'est principalement des populations plutôt blanches, riches, et donc ça démontre que à l'heure actuelle, on a un problème de ciblage qui est assez élevé sur la patientèle cible. Donc là, on reprend globalement, c'est les mêmes mesures de remédiation qui sont prônées par rapport à ces deux risques éventuels. Et par ailleurs, on prône évidemment un engagement actif de nouveau auprès des distributeurs, notamment des pharmacies de détail et des PBMs, pour vraiment prévenir et atténuer les risques qui seraient liés à la distribution. En termes d'impact du coup de droits humains, si on devait résumer les principaux risques qui ont été identifiés au cours de l'analyse, donc principalement, on a trois grandes typologies de risques. Le premier, c'est l'impact sur les personnes non cibles, donc principalement l'émergence d'effets secondaires qui pourraient s'avérer plus graves chez des patients non cibles, parce qu'on ne connaît pas encore les effets sur cette patientèle-là, et par ailleurs parce qu'on a un suivi qui serait peut-être moins bien assuré. La recherche d'alternatives pouvant s'avérer dangereuse, c'est quelque chose qu'on voit également beaucoup émerger en ce moment avec de nombreuses contrefaçons qui arrivent sur le marché. Donc, Novo et Eli répondent à ces contrefaçons principalement par le biais juridique en poursuivant les personnes qui les mettent sur le marché. Néanmoins, il y a un vrai risque. On ne sait pas toujours ce que contiennent les contrefaçons en question et donc, de nouveau, un risque d'effet secondaire majeur sur les personnes en question. Concernant la patientèle cible, les risques vont plutôt être liés en fait au manque d'accompagnement et de suivi, donc des attentes trop élevées par rapport aux effets réels du traitement, en lien notamment avec le marketing qui peut être fait autour, une minimisation de l'importance d'un accompagnement et d'un changement de mode de vie pour vraiment avoir les effets réels et bénéfiques du traitement sur le long terme, une minimisation des effets secondaires et du coup un retard dans la prise en charge et donc éventuellement sinon un parcours de soins incomplet. Enfin, la dernière grande typologie de risque est vraiment liée à la distribution et à l'accès aux médicaments, donc principalement en lien avec l'augmentation de la demande chez la patientèle non cible. On a une pression sur l'offre qui est vraiment de plus en plus élevée, et donc on fait face à des ruptures de stock. C'est déjà le cas actuellement. Il est très complexe de s'approvisionner en Ozempic et Wegovy et de manière générale sur les ARGLP1, on fait face à de plus en plus de ruptures de stock. Et par ailleurs, un enjeu de tarification et de couverture. Ces risques sur les personnes, par ailleurs, ils présentent également en tout cas des risques pour les entreprises et une matérialité assez élevée pour les entreprises. On voit les premières class actions émerger aux États-Unis et au Canada, notamment en lien principalement avec les effets secondaires de ces traitements, donc avec des patients qui estiment qu'ils n'étaient pas assez informés sur les effets secondaires et qu'ils ont subi des effets secondaires relativement graves. Et par ailleurs, depuis la crise des opioïdes notamment, on a une reconnaissance des risques liés au marketing et à la distribution qui est de plus en plus forte,
qui s'est notamment concrétisé par des décisions judiciaires et juridiques assez importantes. On a tous peut-être en tête la condamnation de McKinsey dans le cadre de son rôle dans la crise des opioïdes. Donc, il y a une vraie attention et une vraie vigilance à avoir par rapport à ces pratiques-là, quand bien même les effets secondaires ne seraient pas les mêmes que pour les produits opiacés. Partant de tous ces constats, on a donc essayé d'engager avec Eli Lilly et Novo, enfin, on a engagé avec Eli et Novo sur l'ensemble de ces risques. Donc principalement avec les attentes que vous voyez ici. Donc l'idée, c'est vraiment de demander un renforcement de la transparence et des pratiques des entreprises pour éviter les impacts graves sur les personnes, notamment donc via la conduite d'une diligence raisonnable sur la commercialisation des produits GLP-1, qui pourrait passer notamment par, comme je le disais tout à l'heure, des études d'impact droits humains, l'adoption de standards minimaux de KPIs et de reporting sur le marketing et les relations avec les prescripteurs et les pharmacies, la lutte contre les contrefaçons et les utilisations off-label, la consultation et le travail avec des parties prenantes externes, notamment des associations de patients et de médecins, pour en fait assurer qu'il y ait une connaissance suffisante des modalités de prescription, des modalités de traitement, des effets secondaires, etc. Des standards minimaux sur le reporting des standards minimaux et du reporting sur le lobbying. Et enfin, un plan d'accès au traitement pour les marchés américains et canadiens, où on voit qu'il y a des difficultés de plus en plus fortes, notamment pour les patientèles cibles. Donc, les premiers rendez-vous ont été organisés avec Eli et Novo. Globalement, la bonne nouvelle, c'est qu'il y avait une reconnaissance assez forte des risques, notamment par Novo Nordisk, qui était d'accord, en gros, avec tous les constats qui ont été tracés ici, qui a par ailleurs soulevé un autre risque potentiel lié à l'éventuel coût que pourraient avoir ces traitements sur le système de santé et de remboursement des soins aux États-Unis. Néanmoins, à ce stade, on a encore du mal à leur demander plus, nos demandes de plus de transparence ont du mal à être entendues. On sent que pour le moment, ils ne sont pas prêts, en tout cas, à aller un peu plus loin avec vous. Et donc, l'idée de cette présentation, je suis allée un peu vite sur l'ensemble des points, mais c'est pas grave, on aura plus de temps pour les questions. C'est vraiment de pouvoir discuter avec d'autres investisseurs de l'ensemble de ces risques et éventuellement voir s'il n'y a pas une opportunité pour un engagement plus collaboratif, étant donné qu'on parle d'entreprises qui sont relativement importantes aujourd'hui, Novo étant la plus grosse capitalisation boursière européenne. Il y a un risque à la fois matériel et important en matière de droits humains. Et donc, ça nous paraissait important d'adopter cette démarche préventive et d'en discuter avec vous un peu plus longuement. Je suis allée très, très, très vite, beaucoup plus vite que prévu. Mais voilà la base de la discussion. Et du coup, je pense que si Justine est OK, on peut laisser la place à des questions. Merci beaucoup, en tout cas, pour la présentation. Et je vous laisse, du coup, lever la main si vous le souhaitez et ouvrir vos micros. Si vous avez des questions ou si vous voulez rebondir tout simplement, si vous avez vous aussi discuté. Alors, donc Charlotte Vess a posé une question dans le chat que je vais lire, si vous voulez. Donc, sur le sujet émergent des contrefaçons, au-delà de la poursuite judiciaire des acteurs impliqués, que peut-on attendre des sociétés pour tenter d'y remédier? À titre d'exemple, Novo explique travailler de concert avec un tiers spécialisé dans la surveillance et le retrait des offres illégales en ligne. Sait-on en quoi cela consiste concrètement? Y a-t-il un suivi avec des KPI dédiés à l'issue de ce suivi? Alors, donc, en termes d'attente, globalement, là, pour le coup, c'est en effet plutôt des attentes de transparence et un suivi plus précis pour que justement, ils nous démontrent qu'ils sont bien en train d'agir sur ces enjeux et qu'ils vont vraiment loin dans l'application de leur politique de lutte contre la contrefaçon. Donc, Novo nous a bien, en effet, parlé du travail en question. Néanmoins, pour le moment, justement, on a zéro information concrète sur le suivi qui est réellement fait. On ne sait pas combien d'offres ont été dépubliées à la suite de leur travail. On ne sait pas combien de publicités ont été retirées. Et sur les conséquences juridiques claires et nettes, on n'a pas d'informations non plus. Eli nous a confirmé qu'eux intentaient des poursuites dès qu'ils trouvaient des contrefaçons. Mais on n'a pas de détails sur le nombre typiquement de poursuites qui auraient pu avoir lieu. On n'a aucun KPI dédié sur le suivi de cet enjeu. Et donc, c'est
C'était une des demandes qu'on a formulées auprès des entreprises en question et pour lesquelles on n'a pas encore assez de détails, justement. Merci beaucoup pour la réponse. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient rebondir sur la présentation? Ouais, Marie. Bonjour, merci beaucoup Camille. Est-ce que tu pourrais donner quelques éléments, si possible, sur les tarifs qui sont appliqués pour les différents produits? Alors là, j'ai plus les chiffres en tête, mais globalement, ça tournait autour de, en gros, 950 $ et 1000 $ pour le traitement. Donc, en fait, il y a un peu de mouvance actuellement et c'est un peu difficile d'avoir de la transparence là-dessus, mais globalement, on a vu que certaines mutuelles commençaient à ne plus vouloir rembourser, notamment dans le cas de l'obésité, en fait, les traitements en question parce qu'il y avait trop de demandes dessus et pas assez de suivi. Globalement, ça reste un traitement qui reste assez couvert pour le moment, donc c'est plus un risque à suivre sur le long terme. Étant donné qu'encore une fois, il y a un peu cet enjeu aussi lié vraiment à la population dite vulnérable aux États-Unis sur ces enjeux-là, qui est une population qui est généralement moins bien couverte, plus pauvre, et qui du coup potentiellement n'aurait pas accès aux médicaments en question. L'autre point peut-être à retenir et qui est important aussi, on n'en a pas trop parlé dans la présentation, mais il y a aussi un enjeu qui est lié au mode de prise du traitement. Une des raisons pour lesquelles il y a un engouement qui est peut-être de plus en plus fort aussi sur les traitements qui sont actuellement commercialisés, c'est qu'en fait on est passé de traitements où généralement il fallait se piquer 1 à 2 fois par jour pour l'insuline à là du coup un traitement où il y a besoin de se piquer 1 fois par semaine, et maintenant il y a des lancements de traitements ARGLP1 sous prise orale uniquement, ce qui du coup va probablement encore une fois augmenter l'engouement pour le médicament en question, et par ailleurs ça dédramatise, disons, la prise, dans la mesure où se piquer ça reste un geste qui est pas évident. Là, le fait de passer sur une prise orale, c'est beaucoup plus simple, c'est un médicament qu'on pourrait prendre, vous et moi globalement. Et donc le risque d'avoir un engouement de plus en plus élevé, notamment par des personnes qui seraient intéressées pour les prendre à des fins purement esthétiques, a continué d'augmenter, en partie en lien avec ces nouveaux modes de traitement et de prise. Donc il y a vraiment il y a un ensemble d'enjeux où globalement les risques ne cessent d'émerger, quand bien même encore une fois, les effets secondaires ne seraient pas les mêmes. Il y a une vraie notion de diligence raisonnable à avoir sur la chaîne aval de valeur, donc sur la partie distribution marketing. Là, c'est un très très bon exemple de risques potentiels qui peuvent être liés vraiment à ces modes de distribution. Et on est vraiment à un stade où le niveau d'information qui est transmis par les entreprises à ce stade n'est pas suffisant sur la gestion de ces enjeux. Merci beaucoup. Il y a une première question dans le chat et de Emmanuel Chastonnet, qui travaille chez Amundi. Donc je la lis. Que pensez-vous du rôle de la Food and Drug Administration dans ce marketing, sachant que tout le matériel marketing des labos doit être validé par la FDA? Et par ailleurs, la FDA a publié de gros warnings sur les contrefaçons et le off-label. Complètement. La FDA a un rôle important à jouer qui est évident. Néanmoins, si on se rebase sur, encore une fois, bien que ce ne soit pas les mêmes effets, ce qui s'est passé typiquement pendant la crise des opioïdes, le rôle de la FDA n'a pas particulièrement aidé dans la prévention de l'impact à ce moment-là, et notamment aussi parce qu'il y a une partie du marketing des entreprises en question qui sort de leur contrôle. Alors, je ne sais pas si vous aviez vu, mais typiquement Novo Nordisk s'est fait exclure d'une association de publicité, des entreprises pharmaceutiques et de publicité au UK pour de la publicité dite cachée sur LinkedIn. Donc où ils faisaient des formations sur les produits GLP-1 qui en réalité étaient des publicités principalement pour Ozempic. Et donc ils ont été exclus de l'association en question. Donc quand bien même il y a un contrôle de la FDA, les médicaments en question ne sont pas considérés comme autant à risque, disons, et comme des substances à risque autant que c'était le cas pour les opioïdes. Donc il y a quand même moins de contrôle qui est fait
sur typiquement les niveaux de vente et sur ces communications secondaires des entreprises. Et donc, de facto, il y a quand même des risques qui demeurent extrêmement élevés à ce stade. Et par contre, en effet, je pense que sur la partie contrefaçon, la FDA et les entreprises, pour le coup, mobilisent vraiment leurs efforts. En tout cas, il y a une communication beaucoup plus extensive là-dessus, bien qu'on n'ait pas encore une fois des KPI très concrets sur les effets de ces mesures-là. Oui, ils sont très très présents. Et pour la deuxième question question. Ouais, Nathanaël Neveu qui travaille à la Maïf. Alors, c'est pas quelque chose qu'on a étudié pour le moment. En Europe, ce sera probablement pas le cas en tout cas. Aux États-Unis, il y a toujours besoin d'une ordonnance pour ces médicaments-là, et je pense que ça demeurera le cas. La difficulté, en fait, quand bien même on reste sur des médicaments qui sont prescrits, va être lié au fait que le fait qu'on ouvre à la population obèse avec d'autres risques, mais non diabétiques de type 2, fait qu'il y a beaucoup plus de marge de manœuvre dans la capacité du médecin aussi à interpréter en fait qui est le patient cible ou pas. Et aussi moins de contrôle du coup sur au final qui vraiment bénéficie du traitement en question. Donc même en étant sous ordonnance, actuellement le contrôle qui est fait sur les prescriptions est très faible et permet en fait très largement aux médecins de prescrire à des personnes qui normalement n'étaient pas cibles. Donc c'est le risque, même malgré les ordonnances, est encore extrêmement présent en fait. Merci beaucoup. Grégoire, qui a levé la main, peut prendre la parole. Oui, bonjour Camille. Merci beaucoup. C'est très intéressant. C'est des gros sujets de santé publique, les médicaments, surtout quand ils se massifient comme ça. Alors, deux choses. Je pense que d'abord un commentaire. Je pense que c'est pas tellement étonnant que les laboratoires se mobilisent beaucoup sur la contrefaçon, parce qu'elle leur est très dommageable. Du coup, là, on est vraiment dans un aspect de business pur et dur pour eux. Donc, il n'y a pas grand-chose à voir avec la santé publique de leur côté. Non, ma question, elle portait plutôt sur est-ce qu'on a la date où le médicament pourrait être généricable et du coup arriverait sur le marché parce que ça provoque deux choses en termes de risque. C'est avant qu'il soit génériqué, effectivement, des laboratoires qui vont pousser très très fort en termes de marketing pour pouvoir faire un maximum de profit en peu de temps, en fait. Et puis le deuxième, après, ça va être la massification finalement du médicament sur le marché qui va poser d'autres enjeux une fois qu'on a cette date, quoi. Là, les deux médicaments sont sur le marché déjà. Il y a eu un ralentissement lié au fait qu'il y avait les ruptures de stock en question. Donc là, Novo est en train d'augmenter ses capacités de production. Je ne sais pas si vous avez vu passer les annonces, notamment liées au site de Reims en France. Mais donc, ils vont essayer d'augmenter en tout cas leur capacité de production pour pouvoir répondre à cette augmentation globale de la demande. Mais en fait, du coup, le risque de massification est déjà présent. Par ailleurs, aussi en lien avec le fait que, encore une fois, il y a beaucoup de publicités très très indirectes qu'ils ne maîtrisent pas, ou en tout cas moins, mais typiquement liées à on met ça un peu à titre anecdotique, mais le tweet de Elon Musk qu'on met au début de la présentation est un exemple parfait où en fait on a des stars qui sont extrêmement suivies aux États-Unis qui mettent en avant que pour perdre 10 kilos, ils ont pris Ozempic et que ça a été extrêmement efficace. Donc, on a de la publicité qui est directe, qui est indirecte, et donc de facto des risques, encore une fois, de plus en plus élevés sur ces enjeux. Et sur les génériques, tu as une date? Tu sais quand est-ce Non. qu'il va... Non. Non. Ok. Alors, je prends juste après Rémi qui vient de lever la main. Il y a eu une question de Sébastien dans le chat. Je me permets de la lire si jamais il y a des gens qui n'ont pas accès au chat. Quels seraient les signes indicateurs qu'il serait légitime de s'inquiéter de l'existence d'un arbitrage entre des patients de diabète de type 2 en faveur de patients plus préoccupés par leur silhouette? Ma compréhension est qu'il n'y a plus de contraintes sur Ozempic aux US, alors que c'est le cas sur Wegovy. En fait, il y en a un qui a été, Ozempic qui a été ouvert à la fois aux patients de diabète de type 2 et aux personnes souffrant d'obésité. Je crois que Wegovy, c'est pas encore le cas et qu'ils sont encore en process de validation là-dessus. Et par contre, du coup, j'ai pas compris la première question, en fait. Si on peut reformuler, peut-être. Tu peux ouvrir ton micro si tu veux, sinon Sébastien. Non, mais c'est qu'une seule question.
c'était qu'est-ce qu'il y a, alors, comment dire, qui pointerait vers effectivement ce risque de voir des acteurs comme Novo Nordisk ou Eli Lilly plutôt favoriser potentiellement des ventes très bien margées en faveur de ceux qui se préoccupent de leur silhouette, plutôt que des personnes souffrant d'un diabète type 2 et qui n'auraient pas Alors, forcément accès aux quantités qu'ils souhaiteraient avoir. Mais sachant que c'est toujours beaucoup plus complexe, la question elle est vraiment simple et binaire, elle est très très simpliste même. Mais vu que c'était quelque chose qui avait été identifié comme un risque, je voulais être sûr de ne pas avoir raté des épisodes. je pense que l'approche n'est pas tant liée au fait qu'ils vont le promouvoir, parce que c'est pas le cas, enfin c'est pas encore le cas en tout cas. On a vu quelques publicités un peu malheureuses de Novo Nordisk dans typiquement Marie-Claire, etc., qui mettent quand même en avant le fait que ça aide à la perte de poids. Donc il y a quand même des publicités un peu malheureuses qui sortent. Néanmoins, au global, c'est pas ce qu'on peut reprocher aux entreprises. En revanche, ce qu'on essaye de mettre en avant, c'est plus le manque de vigilance et le fait que la situation est en train de leur sortir justement, de sortir de leur contrôle et potentiellement qu'ils ne prennent aucune mesure pour essayer d'atténuer ces risques-là. Ça reste de leur responsabilité au sens des standards internationaux en matière de droits de l'homme de justement d'identifier ce risque-là et d'essayer de le prévenir le plus possible en amont, quand bien même ce ne serait pas de leur faute explicite, mais de celle des prescripteurs, des pharmacies de détail, etc. Ils ont un rôle à jouer, un effet de levier à utiliser, et il faut qu'ils identifient les risques en amont. Donc là, le risque est identifié. Encore une fois, même Novo nous l'a confirmé. Globalement, ils sont en accord avec tous les constats qu'on a pu dresser. Néanmoins, on n'a aucune mesure de remédiation qui justement est vraiment mise en œuvre pour nous dire, OK, sur le long terme, voilà notre plan pour s'assurer que ça va être principalement les personnes diabétiques de type 2 et en obésité avec des risques super élevés qui vont avoir accès à ce médicament. On n'a pas non plus d'informations sur les mesures qui sont adoptées concernant les effets secondaires et la connaissance typiquement de la nécessité d'avoir un mode de traitement adapté. Donc c'est plus en fait c'est vraiment une question de vigilance et de prévention, de diligence raisonnable, plus que de démarches proactives des entreprises pour vraiment augmenter leurs profits actuellement. C'est pas ça qu'on met en avant, c'est plus le manque de vigilance. Et on ne veut plus, en fait, ce qu'on craint, c'est de se retrouver encore une fois dans une situation très similaire à la crise des opioïdes, où on a des entreprises qui nous disent mais non, mais c'est pas de notre faute, on n'a pas fait exprès, nos médicaments ils sont addictifs, mais c'est les médecins qui les ont prescrits. Alors qu'en réalité, il y avait aussi de leur part clairement des choses à faire du point de vue de la distribution, la restreindre, du point de vue du marketing, mieux gérer le marketing en question, etc. etc. Donc c'est vraiment plus ça. Et peut-être juste aussi, il y a une question souvent à laquelle il y a peut-être différentes façons de répondre, mais la perte de poids pour quelqu'un qui souffre du diabète est aussi quelque chose qu'il faut pouvoir mettre en avant, de façon à pouvoir se préserver d'un certain nombre d'effets de morbidité type problèmes cardiaques et compagnie. Du coup, c'est vrai que c'est une ligne assez fine, ou en tout cas dont on ne sait jamais exactement où la tracer, mais il faut pouvoir aussi parler de ces effets-là. Ouais. Complètement. C'est ce qu'on essaie de les inciter à faire en tout cas. Je crois qu'il y a une autre main levée. Oui, Rémi, si tu veux. Oui, merci beaucoup pour la présentation. Pour répondre à la question de Grégoire, c'est 2032, je pense, la fin de la patente pour Wegovy. Donc, ils ont encore quelques années devant eux. Mais sinon, mes questions, c'était sur justement les leviers d'action pour restreindre la distribution. Est-ce que tu en as identifié? Parce qu'on a vu avec les opioïdes, les EPAC notamment, mais voilà que les PBM n'avaient pas levé de red flag. Est-ce qu'il y a un engagement Est-ce que vous comptez engager avec les PBM notamment? Et est-ce que les entreprises, elles, ont une vue aussi? Et est-ce que dans le cas des opioïdes, elles ont pu être mises responsables de ne pas avoir vu ces problèmes de distribution? Complètement. Pour l'engagement avec les PBM, nous, on est moins exposés de manière générale, donc on aimerait bien, mais c'est un peu la même chose, on a besoin aussi d'avoir d'autres gens avec nous pour y aller. Et par rapport aux éventuels effets, disons, de remédiation et de prévention, en fait, c'est tout l'objet, d'une part, de notre demande d'un Human Rights Impact Assessment sur leur mode de distribution. C'est aussi à eux, justement, de nous dire les moyens dont ils disposent pour pouvoir mieux suivre. Mais quand on regarde les systèmes de suivi, notamment des pharmacies et des ventes qui ont été mis en œuvre pour les opioïdes, on peut imaginer des systèmes complètement similaires
quand bien même on ne serait pas sur des substances dites à haut risque comme les opioïdes. Il y a eu des systèmes de suivi pour identifier les moulins et les pharmacies qui vendaient en surnombre les produits opiacés. Là, on peut clairement imaginer la même chose. Encore une fois, ils savent parfaitement les régions où ils vendent. Ils savent aussi les populations auxquelles ils vendent et ils savent qu'aujourd'hui, c'est pas les populations cibles qui sont les plus... Enfin, en tout cas, les populations cibles ne sont pas les plus abreuvées, disons, par le médicament en question. Donc, c'est à eux ensuite aussi, encore une fois, de nous dire, bah voilà, ça c'est nos moyens, voilà ce qu'on peut faire pour mieux suivre, voilà l'effet de levier qu'on a sur les PBMs et voilà les effets de levier qu'on a sur les pharmacies de détail pour mieux suivre ces risques en question. Voilà les clauses qu'on peut insérer dans nos contrats de distribution pour s'assurer qu'il y a un suivi concret de la patientèle, des prescripteurs et qu'on a une visibilité sur les personnes à qui nos traitements sont vendus et donc on compte agir comme ça sur le long terme et voilà les KPIs de suivi qu'on a pour vous. En fait, c'est vraiment, à l'heure actuelle, c'est vraiment cette demande de transparence qui est celle qui prime. Aujourd'hui, les rendez-vous qu'on a avec Novo Nordisk sont pas suffisants et avec Eli sont pas suffisants et nous permettent pas justement de nous assurer qu'il y a un contrôle. Et l'argumentaire de dire c'est la faute des PBM, c'est la faute des pharmacies de détail, en effet, dans la crise des opioïdes, on a bien vu que c'était plus le cas et ça ne marchait pas. Donc, on aimerait bien éviter ça, en fait, principalement. Okay. Et est-ce que dans la feuille de route ou dans les KPIs que vous avez mentionnés, est-ce que vous avez mentionné, est-ce qu'on serait déjà à leur demander d'augmenter par exemple le taux d'adhérence au traitement? Parce qu'on voit que le taux d'adhérence à Ozempic, alors que c'est censé être des médicaments qui vont aider les patients sur de la très longue durée, qui doivent être pris en continu, on voit que c'est quoi? C'est 58% sur Ozempic, c'est 32% sur Wegovy. Du coup, déjà là, il pourrait y avoir un rattrapage éventuellement. Complètement. Ça, on l'a un peu traité en fait par le biais plutôt access to medicine, encore une fois, et rupture de stock, parce que du coup, il y a beaucoup de patients qui ont dû arrêter leur traitement parce que juste ils n'avaient plus accès au traitement en question. Et clairement, c'est un des sujets qu'on a mentionné avec eux. Donc oui, ça fait partie des demandes qu'on aimerait aussi mettre en avant. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions Peut-être pour conclure rapidement, si je n'ai pas été claire, mais du coup, n'hésitez pas à nous contacter, à m'envoyer un message si vous avez un intérêt pour le sujet, si vous songez à potentiellement engager avec les entreprises en question, dans la mesure où, encore une fois, je pense qu'on est beaucoup à leur en parler en ce moment. C'est un sujet qui, comme vous l'avez certainement vu, intéresse de plus en plus et inquiète de plus en plus d'investisseurs et de brokers et la sphère financière de manière générale. Et on est encore au stade où une démarche préventive peut encore être mise en œuvre pour peu d'engager vraiment activement avec les entreprises en question. Donc, c'est une porte ouverte à un éventuel engagement collaboratif. C'est pour ça qu'on voulait en discuter avec vous. Et toute réaction sera la bienvenue, en tout cas. Et on est complètement partant pour en discuter avec ALAVEC et la FDE. Pour votre information aussi, pour être parfaitement transparente, dans l'engagement avec Novo, on a déjà engagé avec d'autres investisseurs. Donc, il y avait notamment Alecta, qui est un fonds nordique qui s'est joint à nous dans la discussion. Mais voilà, on accueille autant de participants que possible. Il y a Nogoy qui demande si une coalition a été identifiée aux US. Pour le moment, non. On en a parlé avec Investor Alliance for Human Rights, mais qui n'a pas vraiment le scope santé dans son scope et donc du coup était moins intéressé pour engager sur le sujet. On a présenté aussi aux investisseurs qui étaient lead sur Novo Nordisk et Eli dans le cadre de Access to Medicine Foundation. Donc c'est notamment dans ce cadre-là qu'on a pu engager avec Alecta. Mais pour le moment, on n'a pas vu de coalition spécifique sur ces enjeux. Je pense que c'est malgré tout un enjeu qui intéresse les investisseurs, notamment américains. Je ne sais pas si vous aviez vu, il y a une résolution sur une politique droits humains chez Eli Lilly qui a été déposée cette année, qui n'est pas passée, mais qui avait été déposée. Donc il y a un intérêt qui existe. Mais pour l'instant, pas de coalition à ce que je sache. Laura Bella qui travaille chez Delubac
si vous voulez Oui, prendre la parole. merci. Merci pour toute cette présentation. J'ai une petite question juste techniquement, qu'est-ce que vous attendez comme soutien? Est-ce que c'est principalement des investisseurs qui vont être déjà actionnaires? Est-ce que c'est globalement tous les investisseurs qui peuvent être intéressés dans ce sujet-là? Et après, techniquement, donc voilà, est-ce que c'est sous forme de lettres, de rendez-vous? Enfin, comprendre un peu plus le Alors, format. Merci. pour le moment, l'idée était vraiment de le présenter, de vous le présenter et de justement pouvoir en discuter. Donc, il y a rien de formalisé à ce stade. Néanmoins, encore une fois, je pense que, on parle d'entreprises qui sont quand même très importantes actuellement. Donc, je pense que le plus d'investisseurs seront dans la boucle et le mieux ce sera, quand bien même ils ne seraient pas actionnaires. Et après, Ok. pour le mode de fonctionnement, c'est pas encore déterminé, mais peut-être l'idée, en effet, serait de passer en premier lieu par une lettre et dans un second temps par rendez-vous. D'accord, ok, merci. Ok. Je vous ai mis un article du Monde dans le chat qui a été publié hier soir sur le sujet, si ça vous intéresse. Il est très long, mais voilà, vous pourrez le consulter si vous le souhaitez. S'il n'y a pas d'autres réactions, je vous propose de finir ici ce webinaire, ce brief investisseur. Merci beaucoup Camille, c'était vraiment super précis et je pense que ça a été très apprécié par tous. Et n'hésitez pas, donc, comme le disait Camille, à la contacter et à rejoindre cet engagement qui sera très utile, je pense. Merci beaucoup. Je reste à disposition si besoin. Bonne journée à Merci tous. beaucoup. Merci, au revoir. Bonne journée. Au revoir.